Il y a des moments où un seul événement ne change pas immédiatement la carte du monde, mais change la manière dont tous les acteurs lisent cette carte. Et ce qui s'est joué autour de la base aérienne d'Al Udeid, au Qatar, appartient précisément à cette catégorie. Pas parce que la version officielle d'un camp serait automatiquement plus crédible que celle de l'autre. Pas non plus parce qu'une seule image suffirait à trancher définitivement ce qui s'est produit sur le terrain. Mais parce que deux récits opposés existent désormais en parallèle, s'affrontent, et qu'aucun des deux ne parvient à effacer l'autre. Et à lui seul, ce fait dit déjà quelque chose de fondamental sur l'état réel du pouvoir au Moyen-Orient. L'objectif ici n'est pas de désigner un vainqueur, ni de prétendre établir une vérité absolue sur chaque impact, chaque dégât, chaque missile. L'objectif est plus utile que cela. Il s'agit de comprendre quel signal stratégique a été envoyé, à qui il s'adressait réellement, et surtout quelle relecture des risques il impose désormais à tous les gouvernements du Golfe. Parce que la vraie histoire n'est peut-être pas dans les débris visibles à l'intérieur d'une base. La vraie histoire se trouve dans les calculs silencieux qui se mettent à jour en ce moment même, dans les capitales qui hébergent des installations similaires. Mais avant d'aller là, il faut poser le cadre avec précision. Al Udeid n'est pas une base comme les autres. Ce n'est pas simplement un point d'appui américain de plus dans la région. Selon de nombreux analystes spécialisés dans l'architecture sécuritaire du Golfe, il s'agit du centre de coordination aérienne le plus important que les États-Unis maintiennent en dehors de leur territoire continental. C'est depuis cette base qu'opère notamment le Combined Air Operations Center, le CAOC, le cerveau aérien régional américain. Un centre de commandement qui, selon les propres sources du Pentagone, supervise et coordonne plusieurs types d'opérations en parallèle. Surveillance, ravitaillement en vol, guerre électronique, renseignement et, lorsque nécessaire, missions de combat. Des milliers de militaires y sont déployés en permanence. Autrement dit, Al Udeid n'est pas juste une base, c'est un nœud, un centre nerveux, un organe vital de la projection de puissance américaine dans la région. Pendant des années, les responsables iraniens ont répété publiquement que les bases américaines du Golfe se trouvaient dans le rayon d'action de leur arsenal de missiles. Dans de nombreux cercles occidentaux, cette affirmation était souvent classée dans la catégorie de la rhétorique dissuasive. Pas forcément une capacité niée, mais une volonté politique jugée incertaine. La question n'était donc pas « l'Iran peut-il techniquement frapper ses bases ?» La vraie question était « oserait-il réellement le faire au regard du coût gigantesque qu'une telle décision entraînerait ?» Aujourd'hui, cette question n'est plus théorique. Selon les déclarations de responsables iraniens et les médias d'État de Téhéran, l'attaque contre Al Udeid s'inscrit dans une réponse coordonnée à l'escalade entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Les porte-paroles militaires iraniens ont présenté l'opération comme une frappe de précision dirigée contre une infrastructure critique de la base. Les récits diffusés depuis Téhéran ont insisté sur un point. Certaines zones opérationnelles et logistiques auraient été touchées de manière significative, preuve que même les actifs militaires américains les plus protégés dans le Golfe ne sont pas hors d'atteinte. Et cette narration iranienne est construite avec une logique très claire. Ce n'est pas présenté comme un geste impulsif. C'est présenté comme une démonstration calculée, adressée à plusieurs audiences simultanément. À la population iranienne, le message est celui de la souveraineté. Nous pouvons répondre à une superpuissance. Au gouvernement du Golfe, le message est plus froid. Héberger des forces étrangères, c'est transformer son propre territoire en cible potentielle. À Washington, enfin, le signal est limpide. Le cadre de dissuasion qui structurait l'ordre régional depuis des décennies n'est plus intouchable. La réponse américaine est arrivée avec un léger décalage. Et ce décalage lui-même a été interprété par plusieurs analystes comme révélateur de la sensibilité du moment. Selon le Pentagone, plusieurs projectiles auraient été interceptés par les systèmes de défense antimissiles déployés autour de la base. Washington a reconnu qu'au moins un missile balistique avait pénétré le périmètre de l'installation, tout en affirmant que les dégâts étaient restés limités, qu'aucune infrastructure critique n'avait été mise hors service et que les opérations s'étaient poursuivies sans interruption majeure. Cette réponse remplit une fonction stratégique très précise. Admettre l'impact, mais insister sur la continuité opérationnelle permet à la fois de rassurer les alliés régionaux et d'envoyer un message de résilience à l'adversaire. Mais il existe un détail que les spécialistes de la communication stratégique relèvent immédiatement. Une base qui n'aurait pas été perçue comme réellement vulnérable n'aurait pas eu besoin de publier aussi vite un message sur la continuité de ses opérations. Le simple fait que cette assurance ait été jugée nécessaire révèle indirectement l'ampleur du choc initial.
Et c'est ici que se trouve le point que la plupart des couvertures médiatiques ne poussent pas assez loin. Entre les deux récits en concurrence, il existe un espace que chacun évite de nommer frontalement, le seuil qui a été franchi. Avant cet épisode, Frappé Al-Udeid relevait du scénario de simulation militaire, du cas théorique étudié sur carte dans des exercices stratégiques. Maintenant, ce n'est plus une hypothèse, c'est un précédent. Indépendamment du bilan final exact des dégâts, une décision a été prise, celle de viser l'installation la plus symbolique de la présence militaire américaine dans le Golfe. Et ce seul fait ne peut plus être effacé. Il devient une nouvelle ligne de base pour tous les acteurs. Pour les planificateurs militaires, pour les diplomates, pour les gouvernements qui accueillent eux aussi des forces américaines sur leur sol. Si l'on prend un peu de hauteur, la logique iranienne apparaît de manière assez cohérente. Depuis des années, l'Iran a construit une posture militaire qui ne cherche pas à imiter la puissance de projection américaine, mais à la neutraliser là où elle se concentre. Autrement dit, ne pas essayer de rivaliser avec les porte-avions, les chasseurs de 5e génération ou l'aviation globale américaine, mais construire à la place des capacités de missiles de précision à moyenne portée, capables de frapper les points où l'adversaire concentre commandement, logistique et vulnérabilité. C'est une doctrine asymétrique mais parfaitement rationnelle. En face, le modèle américain dans le Golfe repose sur de grandes bases fixes, connues, visibles, d'une efficacité opérationnelle énorme, mais dont la localisation et l'importance les rendent également prévisibles en tant qu'objectif. Les investissements massifs dans les défenses antimissiles étaient justement censés compenser cette exposition. Le pari implicite était le suivant. La combinaison entre haute technologie défensive et risque politique de représailles rendrait une frappe iranienne contre une base de ce niveau pratiquement impensable. Or, ce pari vient d'être sérieusement fissuré. Pas forcément parce que l'ensemble du système défensif aurait échoué, mais parce que l'adversaire a jugé, malgré tout, que le bénéfice stratégique de l'attaque dépassait le coût attendu de la riposte. Et lorsque ce type de calcul devient pensable dans l'esprit d'un acteur, toute l'architecture de sécurité régionale entre dans une phase de recalibrage. Et ce recalibrage ne se règle pas avec un simple communiqué. Il implique une révision profonde des hypothèses de départ. La dimension régionale est la première à être touchée. Le Qatar se retrouve maintenant dans une position extraordinairement délicate. D'un côté, il héberge la base militaire étrangère la plus importante du Golfe. De l'autre, il entretient depuis longtemps des canaux de communication avec l'Iran, qui lui ont permis de jouer le rôle d'intermédiaire discret entre Téhéran et Washington. Cette double position faisait autrefois sa force diplomatique. En période de forte escalade, elle devient aussi une immense source de pression. Et les autres monarchies du Golfe observent tout cela de très près. Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, tous ces États qui abritent à divers degrés une présence militaire américaine, sont désormais obligés de réévaluer leurs propres calculs coût-bénéfice. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont demander un retrait des forces américaines. Mais cela signifie que les discussions sur les conditions de cette présence, sur le statut des forces, sur les règles d'engagement, sur les protocoles de coordination, deviennent immédiatement plus sensibles. En parallèle, une autre dynamique pourrait s'accélérer. Plusieurs experts notent déjà que certaines puissances du Golfe pourraient chercher à diversifier davantage leurs garanties de sécurité. Pas nécessairement pour remplacer Washington, mais pour éviter une dépendance exclusive à un cadre devenu plus risqué. Et dans cette équation, la Chine apparaît de plus en plus comme un acteur que les capitales du Golfe ne peuvent plus ignorer, notamment en raison de sa présence économique croissante et de son réseau d'infrastructures dans la région. Il y a aussi une dimension économique majeure. Le Golfe concentre une part essentielle des exportations mondiales d'hydrocarbures. Et au cœur de tout cela se trouve le détroit d'Ormuz, passage vital pour une part gigantesque des flux énergétiques mondiaux. Dès qu'un épisode militaire crédible s'y rattache, les marchés réagissent, même sans fermeture effective, même sans interruption totale. Le simple risque modifie les anticipations. Et ce changement d'anticipation suffit à faire monter les prix, à peser sur les assurances, à faire hésiter les transporteurs, à retarder certaines décisions d'investissement et à reconfigurer les chaînes de sécurité énergétique. Au-delà des prix du pétrole,
ce climat d'incertitude affecte aussi les projets d'infrastructure, les stratégies d'expansion des pays producteurs et même les engagements de long terme passés avec les acheteurs asiatiques ou européens. À long terme, trois trajectoires principales apparaissent. La première est celle de la contention gérée. Les discours restent fermes, les postures publiques restent dures. Mais dans l'ombre, des canaux indirects, probablement via le Qatar, Oman ou d'autres médiateurs, servent à poser des limites tacites pour empêcher la situation de dériver vers une guerre régionale ouverte. Dans ce scénario, le précédent reste là, mais il est contenu. La deuxième trajectoire est celle d'un réalignement régional progressif, sans grand fracas. Les États du Golfe commencent, discrètement, à renégocier les termes de la présence militaire américaine chez eux. Certains peuvent chercher à disperser davantage les installations, d'autres à réduire leur exposition visible, d'autres encore à élargir leur partenariat de sécurité. La structure globale ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle commence à se transformer par érosion lente. La troisième trajectoire, celle que personne n'affiche comme objectif, mais que la logique d'escalade peut produire malgré tout, est celle de la spirale ouverte, représailles, contre-représailles. Nouvelle frappe contre des bases du Golfe, tension sur les infrastructures énergétiques, pression croissante sur les États de la région pour qu'ils choisissent clairement leur camp. Et c'est là le danger principal. Une spirale d'escalade n'a pas besoin que chaque acteur veuille la guerre. Elle a seulement besoin que chaque acteur arrive à la conclusion qu'il est devenu plus coûteux de ne pas répondre que de répondre. Au fond, la grande question du moment n'est donc pas « Combien de béton a été endommagé à Al-Udeid ?» La vraie question est plus profonde. Le cadre mental qui soutenait l'architecture de sécurité du Golfe a-t-il été durablement modifié? Autrement dit, l'idée selon laquelle certaines installations étaient, en pratique, intouchables grâce à la combinaison de défenses avancées et du risque politique, cette idée a-t-elle été brisée ou simplement temporairement contestée? Et souvent, un cadre fissuré est presque aussi déstabilisant qu'un cadre détruit. Pourquoi? Parce qu'un cadre détruit impose une réponse claire. Un cadre fissuré, lui, oblige tous les acteurs à recalculer en permanence dans l'incertitude. Et c'est précisément dans ces phases de recalibrage simultané au sein d'un système régional interdépendant que les erreurs d'interprétation deviennent les plus probables. Ce qui est certain, c'est qu'un message a été envoyé. L'Iran a démontré une volonté opérationnelle de viser l'installation la plus symbolique de la présence militaire américaine dans le Golfe. Les États-Unis, eux, ont démontré que leurs défenses peuvent absorber une partie du choc et maintenir la continuité des opérations. Entre les deux, chaque État de la région a reçu de nouvelles informations sur le niveau réel de risque que représente sa propre position dans ce système. Et c'est cela, au fond, qui change tout. La prochaine phase de cette confrontation, qu'elle soit diplomatique, économique ou militaire, ne se jouera plus sur le même terrain mental que celui d'avant cet épisode. Le paysage stratégique n'est peut-être pas encore renversé, mais il n'est déjà plus lu de la même manière. Et désormais, tout dépendra de la trajectoire que les principaux acteurs choisiront, consciemment ou non, de suivre. Alors la vraie question devient la suivante. Sommes-nous face à un tournant durable dans l'équilibre régional ou simplement à un moment de tension que le système finira par absorber sans transformation structurelle profonde? C'est là que l'analyse commence réellement et c'est aussi là que la suite se jouera.